Welcome to Morak, Morak World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Mon invité ce matin est un humoriste, animateur radio et expert en pop culture, chroniqueur sur France Inter où il y est depuis 2017, où il anime sa propre émission dédiée à la pop culture intitulée Blockbuster. De plus, il se produit sur scène avec son spectacle intitulé Demain tous masqués, au cours duquel il analyse en profondeur les scénarios des super-héros emblématiques tels que Batman, Superman ou encore Star Wars. Il vous plonge ainsi dans son univers personnel, celui de la pop culture, avec son spectacle donc Demain tous masqués. Il démontre que l'humour peut s'exprimer sans nécessairement donner des leçons. En tant qu'expert incontesté, il est le spécialiste pour nous parler ce matin du phénomène Hayao Miyazaki, actuellement à l'affiche dans les cinémas en Suisse romande depuis hier avec le film Le garçon et le héron, histoire d'un jeune garçon à la recherche de sa mère dans un monde parallèle. Bonjour Frédéric Sigris, merci d'être avec nous en duplex. Bonjour et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en tant que spécialiste de la pop culture, on est très content de vous avoir ce matin pour revenir sur ce film. On peut parler d'un film phénomène, le film de Miyazaki avec Le garçon et le héron. Alors, pourquoi cette sortie est-elle un véritable événement ? Alors déjà, c'est un événement parce que c'était un film qui, logiquement, n'aurait pas dû se faire, vu que dès Le vent se lève, c'est-à-dire il y a 10 ans, le dernier film d'Hayao Miyazaki, il avait annoncé à grand renfort de conférences de presse, de journalistes, que c'était son dernier film et qu'il ne reviendrait pas. Donc le voir 3 années plus tard annoncer que finalement il avait encore un film sous le coude, et surtout avec un temps de gestation qui est phénoménal pour un film d'animation qui est de 7 ans. Rien que ça, c'était une surprise parce que il faut savoir qu'au Japon, Hayao Miyazaki est une légende, vraiment. Le garçon et le héron est sorti sans aucune publicité, sans aucune bande-annonce, et il a fait un carton lors de son démarrage. Donc il y a très peu de gens, très peu d'artistes, où que ce soit, qui peuvent se permettre de sortir un album, un film, un roman, et que les gens attendent avec énormément d'impatience, sans la moindre image, sans le moindre son, sans la moindre promo. Qu'est-ce qui fait justement cette magie Miyazaki? Je ne sais pas si le mot est juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez impressionnant. Alors, effectivement, il nous plonge dans son univers avec... on se rappelle tous du Voyage de Chihiro, notamment. Moi, c'est un film qui m'avait marqué il y a quelques années à l'époque. Mais qu'est-ce qui fait, justement, qu'est-ce qui donne cette magie et ce phénomène et cet effet Miyazaki, finalement? Comment est-ce que vous pouvez le décrire, vous, en tant que spécialiste? Je dirais que c'est vraiment l'incarnation même de l'image d'Épinal que l'on peut avoir d'un artiste. C'est quelqu'un qui a une vision. Il faut savoir que chaque film qu'il réalise, ça part d'un storyboard qu'il fait tout seul. C'est-à-dire que les animateurs qui bossent avec lui pendant 3, 4, 5 ans ne savent absolument pas où va aller le scénario. Et même lui ne le sait pas non plus. C'est-à-dire qu'il est chez lui, il dessine un storyboard de manière très précise, ce qui est assez rare pour un réalisateur d'animation, parce que d'habitude, il y a une collaboration qui se fait. Non, là, vraiment, tout vient de lui, tout seul, initialement. Et c'est des images qu'il possède, autour duquel il va broder une histoire, et une histoire qui n'est jamais manichéenne. On est complètement en dehors des schémas de l'animation occidentale, où il y a le gentil, le méchant, tel rebondissement qui va faire avancer. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées dans le cinéma de Miyazaki, mais il ne va pas les expliquer. Et il fait confiance au spectateur pour combler les trous via une interprétation personnelle. Donc il y a déjà ça, il y a cette nuance sur la moralité du film. Chacun est capable de bon comme du mauvais. Et il n'hésite pas non plus à aborder des sujets qui sont habituellement tenus à l'écart des films d'animation pour enfants. La guerre, l'écologie, mais même des fois avec une subtilité dans l'évocation de l'écologie que certains militants écolos n'ont pas non plus. Donc je pense que tout ça juxtaposé fait que ça nous parle. C'est un monsieur âgé qui n'a pas laissé mourir l'enfant qui était en lui
et qui sait très bien en fait que on fait tous semblant d'être des adultes et que si on appuie sur 2-3 boutons ou si on donne 2-3 images évocatrices, cet enfant va se réveiller et dire ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un réalisateur qui fait des films uniquement pour des enfants. Je pense que c'est un réalisateur qui utilise des enfants comme héros de ses films, mais c'est avant tout des films à charge contre des adultes déficients. Vous l'avez vu ? Oui, bien sûr, 2 fois déjà. Et c'est une réussite, selon vous ? Pour moi, c'est une réussite par rapport à son parcours d'artiste. Maintenant, je pense que c'est un film qui va être un petit peu clivant pour le grand public. Ouais. Parce que il est moins immédiat qu'un Totoro, que Ponyo, que Le Voyage de Chihiro que vous avez mentionné. Et je pense que c'est un film qui va laisser, qui va diviser les spectateurs et qui va les laisser un petit peu sur leur faim sur le mode d'interprétation. Parce que je pense qu'à 82 ans, Hayao Miyazaki a voulu faire un film où il s'engageait véritablement lui. Et donc c'est un film qui parle de lui, de sa relation au studio Ghibli, à Isao Takahata, son mentor et ami, à Toshio Suzuki, le producteur, à tout ce qu'il a construit, à tout cet univers qu'il a construit et qui est toujours au bord de la disparition, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que le studio Ghibli, depuis des années, a des gros problèmes financiers, parce que quand on prend 3 ans, 7 ans pour faire un film aussi récompensé et admirablement critiqué fut-il, à une époque de plateformes de streaming, de films qui doivent toujours être plus gros, plus forts, avoir des séries télé, des produits dérivés et tout ça, le studio Ghibli, il résiste, et cette résistance, ça a un prix. Et je pense qu'on est un petit peu en bout de parcours à ce niveau-là, économiquement parlant. Ouais, d'accord. Ce film raconte, on le disait dans le pitch, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est à la recherche de sa mère dans un monde parallèle. Est-ce que c'est un pitch finalement très Miyazakien ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut même pas plus Miyazakien, comme vous le dites, que ce film. Il y a absolument tout. De toute façon, c'est vraiment un film somme. Hein. C'est vraiment autant Le Vent se lève était une biographie qui avait corseté l'univers de Miyazaki, parce que la nécessité d'être raccord avec le récit historique faisait que l'imaginaire et la poésie étaient un petit peu mis en retrait. Mais là, c'est vraiment une plongée dans ce que fait le studio Ghibli depuis des années, et ce que fait Miyazaki, mais aussi ses collaborateurs. Hein. Takahata est cité. Donc là, la maman l'absence de la maman, c'est évidemment lié au fait que la mère de Miyazaki elle-même a passé énormément de temps à alité. Elle a été très malade. Et c'est quelque chose qui jalonne son œuvre. On le voyait dans Totoro, là on le retrouve dans Le Garçon et les Hérons. Donc oui, et cette idée aussi de monde parallèle qui est des fois à une encablure de chez nous. Il suffit de traverser une forêt, un tunnel, un tori, et hop, on y est. C'est aussi la preuve, vraiment, c'est tous les stigmates de Miyazaki en plein. Le film est à voir dans les salles obscures depuis hier en Suisse romande. On peut que vous conseiller, bien sûr, d'aller le voir. On va revenir dans un instant avec vous, Frédéric Segris. Merci d'être avec nous en duplex de Paris, c'est ça ? Vous êtes à Paris, là, ce matin, oui ? Oui, je suis en banlieue parisienne. Welcome to Morax World. L'invité du matin. Nous, Frédéric Segris, j'espère qu'on a réglé, on avait quelques petits problèmes de son. Est-ce que vous êtes toujours là, Frédéric ? Oui ? Je suis toujours là, je suis toujours présent. Merci en tout cas d'être avec nous. On parle de pop culture ce matin et on parle notamment du phénomène Miyazaki, le film qui est sorti hier sur les écrans de Suisse romande, dans les salles obscures, film à voir absolument, dont vous avez fait une performance la nuit de mardi à mercredi sur France Inter, 5 heures de direct, où vous avez notamment reçu Michel Ancelot pour La Nuit Miyazaki. Michel Ancelot qui a notamment, on le rappelle, réalisé les films d'animation tels que Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Vous connaissez tous, bien sûr, ce dessin animé qui nous a bercés. Pour un réalisateur comme lui, j'imagine que Miyazaki a été une grande influence. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, Frédéric Segris ?
Je dirais que pour tout réalisateur de films d'animation, où que ce soit, c'est évident que Miyazaki fait office d'exemple, peut-être pas de modèle à suivre, parce que il faut quand même avoir des épaules et un caractère de cochon pour pouvoir tenir la distance aussi longtemps, parce que le monsieur est quand même très très engagé, même politiquement. Hein. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais Miyazaki a des convictions profonde. Quand il a reçu l'Oscar 2003 du meilleur film d'animation pour Le Voyage de Chihiro, il n'est pas allé aux États-Unis parce qu'il ne voulait pas aller dans un pays qui bombardait l'Irak à ce moment-là, tellement ses convictions pacifistes sont fortes. C'est quelqu'un qui s'est aussi beaucoup opposé aux prises de décision de Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, sur la possibilité de remilitariser le Japon. C'est vraiment un enfant qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Son père était lui-même constructeur d'avions. Donc en fait, il a vu aux premières loges, sa ville d'enfance a été bombardée. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est opposé, mais au plus haut point, à la guerre et à toute l'industrie et l'économie qui va avec. Et ça infuse dans son cinéma, et ça infuse aussi dans la manière dont il a conçu ce studio, le studio Ghibli, qu'il a toujours voulu comme une sorte de petite maison d'artisans qui résiste au divertissement de masse mondialisé. Alors c'est paradoxal qu'on soit à cheval entre la France et la Suisse en train d'en parler, parce que à ce niveau-là c'est raté, comme quoi le talent arrive quand même à se faire connaître au-delà des frontières, mais c'est pour ça qu'il suscite beaucoup d'admiration chez d'autres animateurs. Est-ce qu'il va marquer une génération? Si on reprend l'exemple de sa filmographie et des films qui sont sortis il y a quelques années, moi j'ai l'impression qu'ils sont toujours et encore dans l'actualité. Est-ce vous pensez qu'on aura cet effet-là avec ce dernier film, justement? Je pense que oui. Je serais même tenté de dire que c'est un film qui va gagner en visibilité et en compréhension beaucoup plus tard. Et dans le sens où je trouve que ce film est bien plus autobiographique que ne l'était Le vent se lève. Mais simplement, si on n'est pas complètement plongé dans l'histoire du studio Ghibli, dans l'histoire de Miyazaki, si on n'a pas non plus vu les autres, il y a une grille de lecture qui va nous échapper. Donc je pense que plus on va regarder ces anciens films, plus on va s'intéresser à sa vie, plus Le Garçon et le Héron va prendre de sens. Et c'est en ça que c'est un grand film. C'est un gros film, puis il faut absolument aller le voir. Hein. C'est sorti dans les cinémas, dans les salles obscures hier en Suisse romande, donc courez voir ce film. Quelle est la place du cinéma d'animation dans le cinéma mondial actuellement, selon vous, Frédéric Segris? Comment vous positionnez aujourd'hui le cinéma d'animation? Eh bien, je trouve que c'est la forme ultime de cinéma actuel, parce que le cinéma, de manière générale, surtout au niveau des blockbusters, va mal. C'est pas un secret, hein. C'est-à-dire que entre franchise, préquel, reboot, le cinéma en plus ne s'est pas vraiment remis de toute la période Covid avec le confinement et tout ça. C'est-à-dire que les plus vieux cinéphiles ne sont pas forcément revenus au cinéma, ce qui fait que ça a laissé les salles devenir encore plus qu'elles ne l'étaient déjà, des parcs d'attractions destinés quand même à de jeunes spectateurs. Donc ce sont des films avec beaucoup d'effets spéciaux, etc., mais dans lesquels le soin et le director's cut d'un réalisateur, d'un chef opérateur avec une vision et tout ça sont mis au second plan par rapport à la rentabilité immédiate. Dans le cinéma d'animation, ça n'est absolument pas possible, parce que comme pour faire un dessin animé, il faut penser l'image que l'on va animer pendant une minute. Et donc tout est pensé dans un film d'animation. Et donc voulu. Donc la proposition artistique, elle est toujours intègre dans un film d'animation, alors que ça fait un certain temps qu'elle l'est peut-être beaucoup moins dans le cinéma généraliste. Là, quand on voit
un film de science-fiction qui est sorti en France, peut-être que ça sera le cas aussi en Suisse, je l'ignore, mais Mars Express, ou le dernier Grand Prix du Festival d'Annecy, Linda veut du poulet, qui sont des films complètement différents, mais avec des tonalités et un niveau d'écriture admirable. Je peux le redire, le cinéma d'animation est ce qui se fait de mieux d'un point de vue cinématographique tout court. Merci Frédéric Sigrist de nous avoir permis de décrypter ce phénomène pop culture du moment et ce film de Miyazaki à voir donc au cinéma depuis hier, Le Garçon et le Héron. Parlons quelques secondes, vous avez encore 2 minutes pour nous? Oui, parlons un petit peu de vous. Quand est-ce que vous venez en Suisse? Quand vous voulez. Je pense que depuis que je fais du one-man show, de manière assez ponctuelle, je viens vous voir. Alors, c'est souvent via le festival de Montreux. Ouais. Mais je suis venu une fois pour le festival de Montreux. La deuxième fois, c'était le festival de Montreux, mais enregistré à Paris parce qu'on était en plein confinement. Ouais. Donc, c'est dès qu'on m'invite, moi, en général, je viens. Je suis pas bégueule, là. Bon, je vous invite. Je vous invite à venir nous trouver sur le plateau la prochaine fois. Mille merci et merci d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors aujourd'hui à 7h27 à 7h27, un bon petit déjeuner. Voilà, parce que voilà, je vais rester modeste sur mes ambitions. Je vous remercie en tous les cas et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir Cédric, merci beaucoup. Au revoir. M-Media.